Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat Europe, comme chaque semaine. À 3 mois des élections, on va s'intéresser au rapport des Français avec l'UE. Une étude montre que nous sommes très ambivalents entre attachement, méfiance, mais aussi pessimisme. Les Allemands et beaucoup de nos voisins se sentent plus européens que nous. Comment l'expliquer et que dire de l'identité européenne? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera comme chaque jeudi Agnès Verdier-Molinier à François Calfon. Nous reviendrons sur l'échec des négociations autour de la réforme de l'assurance chômage. C'est le bonus-malus sur les contrats courts qui a fait capoter les discussions. Résultat, l'État reprend la main. Quelles conséquences pour les chômeurs, pour les entreprises? Analyse et débat dans un quart d'heure. Et puis l'actualité ce soir, c'est bien sûr la riposte cinglante de l'exécutif au rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. Édouard Philippe se dit déçu par l'appréciation très politique des sénateurs. Qu'en pense le président de cette commission? Philippe Bas est notre invité. Ce soir, il répondra au Premier ministre. Avant cela, écoutons en longueur cette intervention qui a marqué cette journée. Je considère que lorsque une commission d'enquête du Sénat ou lorsque le Sénat formule un certain nombre de recommandations sur le fonctionnement du gouvernement, il est dans son rôle. Au terme de nos institutions, le gouvernement est responsable devant le Parlement et mon gouvernement, comme je crois tous les gouvernements, ont vocation à répondre à toutes les questions que se pose l'Assemblée nationale ou le Sénat. C'est la logique de nos institutions. J'observe que dans les recommandations qui sont formulées par la commission d'enquête, un certain nombre concernent explicitement et exclusivement la présidence de la République et l'Élysée. J'en suis un peu surpris car traditionnellement la séparation des pouvoirs fait qu'il n'appartient pas ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat de se prononcer sur l'organisation interne de la présidence de la République. La présidence de la République, ça n'est pas le gouvernement, c'est la clé de voûte de nos institutions et traditionnellement les chambres ne se mêlent pas de l'organisation interne de la présidence de la République. De même d'ailleurs que la présidence de la République ne se mêle pas de l'organisation interne du Parlement. En la matière, la commission d'enquête du Sénat et le Sénat ont choisi de se livrer à une appréciation qui est, je crois, très politique. Je n'en suis pas surpris, mais comme j'ai un attachement très vif et très grand au principe de séparation des pouvoirs, j'en suis un peu déçu. J'observe également qu'un certain nombre de recommandations concernent des fonctionnaires qui travaillent auprès du président de la République, et notamment le secrétaire général de l'Élysée. J'ai trouvé ces recommandations ou ces formulations incompréhensibles et souvent injustes, car je peux témoigner de ce que le secrétaire général de l'Élysée, notamment, est un grand serviteur de l'État. C'est la raison pour laquelle je ne saisis pas très bien la portée de ces remarques. Sur le fond, la justice est saisie de cette affaire qui part d'une dérive personnelle. Elle fait son travail et c'est très bien ainsi. En revanche, je constate que traditionnellement, et le président de la commission des lois du Sénat le sait bien puisqu'il est un des lointains prédécesseurs de l'actuel secrétaire général de la présidence de la République, il est de tradition, il est même d'usage et il est même conforme à l'esprit de nos institutions que le président de la République, la présidence, qui ne sont pas responsables devant le Parlement, ne voient pas leur organisation interne commentée ou recommandée ou qualifiée par les chambres et donc évidemment le Sénat. Personne ne peut être surpris que le Sénat fasse de la politique. C'est assez naturel, je crois que ça ne surprend personne. Peut-être peut-on exprimer une déception lorsque des sénateurs qui, je n'en doute pas, ont le sens de l'État, méconnaissent le principe de séparation des pouvoirs de cette façon. J'ai entendu le président de la commission des lois du Sénat dire il y a peu de temps qu'il ne souhaitait pas qu'une commission d'enquête soit engagée dans une affaire qui, je crois, concernait des actes commis par un certain nombre de prêtres au sein de l'Église catholique, qu'il ne souhaitait pas réunir une commission d'enquête parce que des procédures judiciaires étaient en cours. C'est intéressant. La cohérence est aussi une vertu des hommes d'État. Et Philippe Bas est donc notre invité ce soir dans OVPL. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Président LR de cette commission des lois et ancien président de cette commission d'enquête Benalla. Philippe Bas, qu'est-ce que vous répondez au Premier ministre qu'on vient d'entendre en longueur et qui parle de vous? La commission des lois, elle a fait son travail avec Jean-Pierre Sueur, Muriel Jourda. C'est un travail pluraliste, il dépasse les clivages politiques. Nos rapporteurs se sont entendus après des heures et des heures de travail.
sur les termes d'un rapport. Il a été présenté à la commission des lois hier, puis il a été présenté à la presse, et toutes les auditions, c'est-à-dire près de 50 heures d'audition, ont été intégralement publiques. Au fond, les vrais juges de notre travail, ce sont les centaines de milliers de Français qui ont suivi les auditions. Et pour ce qui nous concerne, et je parle en mon nom, mais aussi au nom des rapporteurs, nous avons achevé notre tâche. Nous avons conduit au plus loin qu'il était possible nos investigations en considérant que l'œuvre de vérité devait se faire et qu'elle devait se faire publiquement et en toute transparence. Et nous ne commentons pas les commentaires. Ces commentaires, ils appartiennent à ceux qui les font. Pour ce qui nous concerne, nous commentons, si vous nous le demandez, notre rapport. Nous expliquons notre travail. Nous disons aussi notre attachement à la séparation des pouvoirs, au rôle spécifique de la justice, et j'ajoute au rôle du Parlement dans ces commissions d'enquête, parce que vous savez, ces commissions d'enquête du Parlement, elles ne travaillent pas pour le Parlement, elles travaillent pour les Français, parce que c'est la Déclaration des droits de l'homme qui leur donne un droit fondamental de demander compte à tout agent public de son administration. Et nous avons, depuis le début, et je prends à témoin tous ceux qui ont suivi nos travaux, veillé scrupuleusement d'abord au respect de notre mandat, qui ne portait pas sur les agissements de M. Benalla, place de la Contrescarpe le 1er mai à Paris, mais sur les défaillances qui avaient pu apparaître à cette occasion dans le fonctionnement de l'État pour, premièrement, les opérations de maintien de l'ordre, comme celle du 1er mai, et deuxièmement, pour la protection des hautes personnalités, et troisièmement aussi pour apprécier comment les manquements éventuels pouvaient être sanctionnés. Nous en sommes restés là depuis le début. Notre attention, elle est constante de ce point de vue. Philippe Bas, il y a une vraie question constitutionnelle dans ce dossier. Est-ce que oui ou non, le Sénat a un droit de regard et de critique sur l'organisation interne de l'Élysée? Nicole Belloubet, garde des Sceaux, a tenu à faire une mise au point tout à l'heure. Elle est au micro de Quentin Calmet. On l'écoute et je vous fais réagir ensuite. Je pense que dans ce domaine-là, plus que dans tout autre, il faut faire attention à ce qui est écrit dans le texte constitutionnel, qui est notre norme à tous. Que dit le texte? Il dit qu'on peut mettre en place des commissions d'enquête. C'est la révision de 2008 qui l'a proposée et c'est une très bonne chose. Ces commissions d'enquête, elles doivent fonctionner en respectant l'article 24 de la Constitution, qui précise évidemment que le rôle du Parlement, au-delà de voter la loi, d'évaluer les politiques publiques, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Les mots sont extrêmement clairs. Or, il se trouve que dans notre République, le gouvernement, il est dirigé par un Premier ministre, il comprend des ministres. La présidence de la République, ce n'est pas le gouvernement. Philippe Bas, je pense que nos téléspectateurs ne sont pas experts en questions constitutionnelles. Est-ce que oui ou non le Sénat a outrepassé ses fonctions en se mêlant de l'organisation de l'Élysée? Mais évidemment pas. D'abord, pour être complet, oui, il y a le fonctionnement des services publics placés sous l'autorité du gouvernement, mais il y a aussi l'évaluation des politiques publiques. La sécurité du président de la République, par exemple, c'est une politique publique. Ce n'est pas la seule affaire du président de la République. Mais deuxièmement, savez-vous que la Cour des comptes examine les comptes de l'Élysée, que le Parlement, et en particulier les rapporteurs spéciaux de la Commission des lois sur les budgets des pouvoirs publics constitutionnels, examinent, parce que c'est les impôts des Français, les dépenses de l'Élysée, qu'un juge peut venir à l'Élysée faire une perquisition dans un bureau, qu'une grande autorité indépendante comme la Commission d'accès aux documents administratifs peut imposer à l'Élysée de communiquer des documents. Et voyez-vous, je me demande dans notre République si le Parlement serait la seule autorité, en l'occurrence tout de même représentant le peuple souverain, qui n'aurait pas le droit, non pas d'examiner les actes ou les décisions du président de la République, ça c'est absolument exclu. Et jamais nous les avons mis en cause. Donc vous faites une nuance. Ben, c'est pas une nuance, c'est une règle de base. Président de la République... Parce qu'on a le sentiment que l'exécutif vous donne un peu une leçon de droit constitutionnel. Les mots employés sont forts, une déception lorsque les sénateurs méconnaissent le principe de séparation des pouvoirs. Le lointain secrétaire général de l'Élysée que vous êtes devrait le savoir, vous entendez? Mais c'est parce que je sais ces choses-là que je réponds avec assurance.
et avec aussi beaucoup de scrupules. J'espère que ça s'est vu, mais pendant tous nos travaux, à chaque fois qu'une question pouvait être posée sur, par exemple, les agissements de M. Benalla, nous répondions, mais ce ne sont pas les agissements de M. Benalla qui intéressent notre commission d'enquête, ce sont l'éventuel dysfonctionnement ou défaillance de services de l'État. Est-ce que oui ou non, notre démocratie a atteint la maturité nécessaire pour admettre qu'on n'est pas dans un régime de plein pouvoir, qu'il y a des contrôles nécessaires dans l'intérêt même du peuple français pour le bon fonctionnement de l'État et que le rôle du Parlement est d'assurer l'exercice de ce contrôle en respectant bien sûr la Constitution. Effectivement, vous ne vous êtes pas seulement intéressé à Alexandre Benalla ou à Vincent Kras. Il y a trois hauts responsables de l'Élysée que vous mettez en cause, notamment dans cette lettre adressée à Gérard Larcher, dont Alexis Kohler, lui-même secrétaire général de l'Élysée. On a le sentiment que c'est ça qui fâche l'exécutif. Vous êtes allé trop loin, a dit François Patriat, sénateur La République En Marche. Est-ce que vous êtes allé trop loin en pointant du doigt le travail de trois hauts responsables de l'Élysée? Écoutez, nous n'allons pas faire deux poids, deux mesures. Même si nous prenons en compte aussi que les collaborateurs du président de la République se sont montrés très coopératifs et ont apporté beaucoup d'informations précises qui étaient nécessaires à notre travail et au contrôle parlementaire. Et à ce moment-là, ils ont tout à fait convenu d'ailleurs qu'il était tout à fait légitime qu'ils répondent à nos questions. Mais quand, à la fin du mois de juillet, des collaborateurs du président nous disent que M. Benalla n'avait pas de responsabilité en matière de sécurité, et les citations, en plus c'est devant tout le monde que ça a été dit, et que un mois et demi plus tard, on nous remet la fiche de poste dans laquelle il est écrit qu'il coordonne les services de sécurité, eh bien, nous disons que pouvons-nous faire? Nous constatons que là, il y a eu une part de la vérité qui a été retenue. Disons les mots, rétention d'informations. Or, si c'est le cas, voyez, comme nous agissons pour permettre aux Français d'exercer leur droit de contrôle, eh bien, si on nous ment sous serment ou si on retient une partie de la vérité sous serment, à ce moment-là, si on laisse faire, ça veut dire que demain, les commissions d'enquête parlementaire ne serviront à rien et que le droit des Français de contrôler l'État ne sera bafoué, ne pourra pas être respecté. Au fond, vous savez, ça c'est la pointe ultime de notre travail. Notre travail, il n'a pas consisté principalement à faire ça, il a consisté à examiner méticuleusement comment l'État a fonctionné depuis le 1er mai. Je dois dire que jamais il n'y aurait eu d'affaire Benalla si le 2 mai, ce monsieur avait été licencié comme il aurait dû l'être et si la justice avait été saisie. Il a fallu attendre tout de même que la presse rende publique l'affaire pour que des réactions commencent à se faire jour. Et quand on voit que ces réactions, par exemple un licenciement, quand on ne rend pas ses instruments de travail, je pense au passeport diplomatique, et à un téléphone crypté, qui est un instrument très secret, eh bien, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu toutes les diligences pour qu'il rende ses passeports, pour l'empêcher de s'en servir, pour qu'il rende ce téléphone? Vous avez entendu l'exécutif qui pointe un problème de cohérence. On a entendu Édouard Philippe qui dit pourquoi vous créez une commission d'enquête pour l'affaire Benalla et pas pour les actes pédophiles présumés dans l'Église catholique. Là, tout l'exécutif monte au créneau en disant, en fait, vous faites de la politique. Je veux bien répondre à ça. Parce que, d'abord, c'est quand même très curieux, alors que tout parlementaire appartient à une famille politique, il a des convictions, il les exprime, de dire que parce qu'on appartient à une famille politique, on serait disqualifié pour faire son travail de législateur ou de contrôle de l'État. Ça n'a pas de sens, évidemment. Et la deuxième chose que je voudrais dire, puisqu'on évoque d'autres demandes de commission d'enquête que nous avons refusées, c'est que précisément nous avons refusé cela parce que nous sommes cohérents. Vous savez que dans cette affaire qui concerne l'Église catholique, il y a des poursuites judiciaires. Nous n'allons pas nous mettre à examiner des questions qui font l'objet de poursuites judiciaires. Mais il y avait des poursuites judiciaires dans l'enquête, dans l'affaire Benalla. Oui, mais nous n'avons pas posé de questions qui touchent aux poursuites judiciaires. Depuis toujours, dans les commissions d'enquête, on peut demander à quelqu'un qui est mis en examen de s'exprimer, mais pas sur les questions qui relèvent de l'enquête judiciaire. Et ça, moi, je suis très sourcilleux là-dessus. Et j'ai fait très attention. Et les rapporteurs, Muriel Jourda et Jean-Pierre Sueur, ont été très sourcilleux. Et justement, parce que nous sommes cohérents, nous refusons des commissions d'enquête quand c'est du judiciaire, et nous faisons des commissions d'enquête quand il s'agit de contrôler le bon fonctionnement de
l'État. Alors, Je voudrais juste apporter une précision. Savez-vous que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale portait sur les actes commis par M. Benalla et M. Kras le 1er mai, c'est-à-dire précisément des actes qui faisaient l'objet d'une enquête judiciaire. Et savez-vous que le 18 juillet, puis le 19 juillet, puis le 23 juillet, Mme Belloubet, que nous avons entendue tout à l'heure, a écrit, comme elle devait le faire, elle a eu raison de le faire, une lettre à mon homologue, présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, pour lui dire « Vous ne pouvez pas enquêter là-dessus ». C'est couvert par l'enquête judiciaire. En revanche, Mme Belloubet, et très justement aussi, ne nous a jamais écrit, tout simplement parce que nous ne travaillions pas sur des faits qui font l'objet d'enquêtes judiciaires. Alors Philippe, comment vous interprétez cette mobilisation de tous les marcheurs de l'exécutif jusqu'à peut-être Emmanuel Macron? Il se peut que l'Élysée finisse par réagir aussi à ce rapport dans les prochains jours. Comment vous interprétez cette mobilisation? Qu'est-ce que vous vous dites? Mais moi, je recommande à tous ceux qui voudront bien lire notre rapport de regarder sereinement la manière dont nous analysons des défaillances et des dysfonctionnements. Mais est-ce que vous y voyez des arrière-pensées politiques de la part de l'exécutif? Voudrait-il affaiblir le Sénat? C'est ça la vraie question. De bien vouloir nous dire tout bien peser, s'il considère que même s'il y a eu des dérives individuelles de M. Benalla ou de M. Kras, si ces dérives n'ont pas en réalité été favorisées par un manque de vigilance, un manque d'encadrement et un manque de réactivité quand on constatait les événements. Eh bien, ces défaillances-là, je ne dis pas qu'il faut leur donner une importance disproportionnée, mais ce n'est pas moi qui contribue à donner cette importance. Ce sont justement mais comment vous l'interprétez, cette surréaction de côté En Marche? Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous craignez, par exemple, que ce soit une manière d'affaiblir le Sénat, de discréditer le Sénat? Que je me comporte comme d'autres qui veulent faire de la polémique à partir de cela, alors que moi je dis que je ne commande pas les commentaires. J'en reste au fait. Et je crois que s'il y a eu peut-être un minimum de crédit accordé par les Français à nos travaux, c'est précisément parce que nous n'avons jamais accepté de rentrer dans les polémiques dans lesquelles on voulait nous attirer. Et d'un mot, Philippe, que vous dit Gérard Larcher? Mais pourquoi me dirait-il quoi que ce soit? J'imagine que vous avez échangé avec lui depuis la publication du rapport. Révélerai-je des conversations? Vous avez son soutien? Vous pouvez juste nous dire si oui ou non il vous soutient? Bien évidemment, vous n'avez qu'à l'écouter. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Le travail du Sénat est un travail... Enfin, il y a des commissions d'enquête, on en fait tout le temps. Nous avons l'habitude de faire ce travail. Nous avons l'habitude de faire des auditions. Nous avons l'habitude de prendre du recul. Nous avons l'habitude de rester calme et serein. Nous avons aussi l'habitude de ne pas nous laisser attirer dans des polémiques qui nous feraient descendre d'un étage. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci infiniment, Philippe Bas, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir dans OVPL, président de la Commission des lois, sénateur LR de la Manche. Place au match des idées. Dans OVPL, il va opposer dans un instant Agnès Verdier-Molinier à François Calfon. On va revenir sur cette réforme de l'assurance chômage qui avancera sans les partenaires sociaux. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Le gouvernement a fait part de ses regrets. Il donnera lui-même la méthode et le calendrier dans les tout prochains jours. Quelles conséquences? On va en parler avec nos invités juste après les explications de Sandra Cerquera. Il n'y aura donc pas d'accord entre le patronat et les syndicats sur la réforme de l'assurance chômage. Comme attendu, le blocage s'est cristallisé sur les contrats courts. Le patronat refuse toute taxation, alors que les syndicats en faisaient un préalable pour continuer la négociation. Le gouvernement a décidé de reprendre la main et continue de défendre le bonus-malus sur les CDD. C'est simple, on a des règles de l'assurance chômage qui aujourd'hui favorisent le recours au travail précaire tant du côté des employeurs que des demandeurs d'emploi. C'est absurde. C'est absurde parce qu'on ne peut pas faire une société où tout le monde est un emploi précaire. L'emploi précaire, le CDD, c'est bien si c'est un tremplin vers un emploi plus stable. Le but était de décourager les entreprises de recourir aux contrats courts de moins d'un mois, alors qu'un tiers des CDD ne dure qu'une journée. La CFDT attribue cet échec au patronat. Syndicats et patronats n'ont également pas trouvé de terrain d'entente sur le sujet des économies exigées par l'exécutif, entre 3 et 3,9 milliards d'euros sur 3 ans. Laurent Berger demande au gouvernement de ne pas s'en prendre aux demandeurs d'emploi. Parce que l'indemnisation moyenne dans notre pays, elle est de 1020 euros. Là, du coup, ça commence à faire un peu plus de silence. Parce que 1020 euros, il faut vivre avec 1020 euros. La majorité des gens dont on parle, qui ont des contrats courts, ils ont moins que le SMIC pour vivre tous les mois. Faute d'accord, le gouvernement réformera par décret l'assurance chômage.
Et avec nous pour ce match des idées, Agnès Verdier-Molinier, bonsoir, présidente de la Fondation IFRAP, auteur de En marche vers l'immobilisme. François Calfon, bonsoir. Bonsoir. Conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du Parti socialiste. Gros échec des partenaires sociaux, c'est l'État qui reprend la main. Vous nous dites dommage, aïe, ça va faire mal, tant mieux. Alors pour une fois, je vais vous dire une chose, pour une fois n'est pas coutume. Il y a une mesure d'Emmanuel Macron qui est au cœur en fait de cet échec que je soutiens, qui est le bonus-malus. Voilà, c'est une très bonne idée. Sur les contrats courts. Pourquoi c'est une très bonne idée? Il faut l'expliquer parce qu'en fait, on est sur un système privé d'assurance. L'UNEDIC qu'à la base, c'est un système privé d'assurance. Et vous roulez bien, c'est simple. Vous avez une police d'assurance qui baisse. Vous roulez mal, c'est un système assurantiel. Et bien, vous avez une police d'assurance qui augmente. Vous êtes une entreprise vertueuse qui fait attention à ne pas précariser l'emploi. Eh bien, en principe, vous avez des cotisations d'assurance comme chômage qui baissent. Vous avez un recours excessif à l'emploi précaire, au CDD, j'en passe, c'est les meilleurs. Eh bien, voilà, c'est une pure logique. C'est pas de la sanction, c'est pas voilà. Face à ça, parallèlement à ça, il y a trois sujets. Il y avait un petit déficit, plus de 30 milliards d'euros, et il y a une demande de plus d'1 milliard finalement d'économie qui est faite à 95% sur le dos des demandeurs d'emploi. Ce qu'a proposé le MEDEF, c'est de cotiser sur chaque emploi précaire, et encore des CDD de courte durée de moins de 3 mois, 5 € dans une vague caisse de compensation. On n'est pas du tout à la hauteur. Si l'État reprend la main, en l'occurrence M. Macron, pour appliquer une de ses promesses de campagne sur le bonus-malus, c'est plutôt une bonne chose. Et un dernier sujet, je le dis en style télégraphique, mais Agnès y reviendra, c'est qu'en réalité, on est en train d'assister à la fin des grandes négociations interprofessionnelles et du dialogue social entre partenaires sociaux. C'est une étatisation qui avait déjà commencé, qui est en train de se consacrer. Sauf que si l'État reprend la main, les règles actuelles vont s'appliquer jusqu'à juin 2020. Je vous donne la parole dans un instant, mais je vais vous donner les pistes du gouvernement, de l'exécutif. Bonus-malus sur les contrats courts, d'accord, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Des modalités plus strictes pour les 2 millions d'inscrits à Pôle emploi. Plafonnement des allocations chômage pour les plus hauts salaires. Plus de contrôle sur les chômeurs. Du changement autour des ruptures conventionnelles. Agnès Verdier-Molinier. Alors c'est un sujet qui est très compliqué parce que finalement le gouvernement avait imposé aux partenaires sociaux de négocier et on savait que ça n'aboutirait pas depuis le début. L'exécutif le sait depuis le début. On le sait très bien. Pourquoi? Parce qu'en réalité les contrats courts, tout le monde en utilise, y compris les employeurs publics. Et ça, on oublie complètement d'en parler. Sur les 4 300 000 emplois courts, un contrat court de moins d'1 mois qui sont signés chaque année, il y en a 1,7 million qui sont dans des secteurs administratifs, santé, médico-social. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des secteurs publics ou parapublics. Et là, on ferme les yeux. On ne veut pas les taxer. Ils ne sont pas dans le champ de l'assurance chômage. Non, mais justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est un peu une vision un peu borgne du sujet. C'est-à-dire que l'employeur public, lui, il utilise des contrats courts, mais il ne veut pas se... C'est peut-être une question de degré, de dose de contrats courts. Non, mais il ne veut pas se taxer pour ça. Et comme il n'est pas dans le champ, il ne va pas s'imposer une taxe pour ça. Donc là, déjà, il y a un vrai problème. Donc déjà, pourquoi... On est en régime, juste un élément technique, on est en régime de l'auto-assurance, c'est-à-dire qu'il paye quand même. Quand vous licenciez quelqu'un qui est un agent public, c'est l'État qui paye les indemnités. Pourquoi jeter l'opprobre sur les employeurs privés qui utilisent des contrats courts alors que le public le fait aussi? Peut-être parce qu'ils en utilisent plus, Agnès Verdier-Molinier. Non, mais justement, c'est là que c'est pas certain. Et c'est là que, oui, dans l'hôtellerie-restauration, parce qu'il y a quand même plus de secteur privé dans l'hôtellerie-restauration que de public, évidemment. Mais pour le reste, non, c'est assez bien réparti. Il n'y a pas plus d'abus côté privé? Mais non, mais il y a même plus de CDD en règle générale dans le secteur public que dans le secteur privé. Il y a 17% de CDD dans le secteur public et il y a 8% de CDD dans le secteur privé. Alors, il ne faut pas oublier de dire quand même, Agnès, pour être exact, que 90% des embauches se font en CDD, même si ça c'est le flux, même si le stock est, bien sûr, stock c'est un mauvais mot, mais disons que la majorité des emplois, encore aujourd'hui, sont en CDD. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces contrats courts? Parce que justement, qu'on soit en CDI, qu'on soit dans le statut de la fonction publique, on est sur des contrats ou des statuts qui sont extrêmement protégés. Et le jour où vous avez des absences, etc., et on va y venir avec la question du jour de carence, vous avez besoin d'intérimaires, de contrats courts, etc., pour finalement remplacer ceux qui sont... Je ne vais pas me faire l'avocat du gouvernement. Non, mais je finis. Donc sur ce sujet, finalement, on savait qu'il n'y aurait pas d'accord. Derrière, le gouvernement va imposer quelque chose qui ne permettra même pas de faire baisser
les contrats courts, parce que dernièrement, il y a déjà eu des négociations qui ont abouti à ce genre de décision et qui finalement n'ont pas fait baisser le recours aux contrats courts. Il faudrait faire une réforme beaucoup plus globale, se poser aussi la question de pourquoi les employeurs publics ne sont pas plus solidaires des employeurs privés, parce qu'ils ne cotisent pas à l'assurance chômage alors qu'ils devraient cotiser comme dans d'autres pays où il y a des soultes pour financer l'assurance chômage. Pourquoi nous, finalement, employeurs du privé et salariés du privé, on cotise pour payer Pôle emploi 3 milliards d'euros par an. François, là, il faut du jour de carence. Simplement, il y a deux remarques que l'on peut faire. D'abord, les ordonnances travail d'un côté et la loi travail de M. Macron de l'autre, enfin c'est plutôt l'inverse d'ailleurs, ont répondu à merveille, et je peux m'en désoler, aux demandes de souplesse, entre guillemets, de flexibilité. Donc l'argument... Elles n'ont pas répondu du tout. L'argument d'Agnès ne tient pas, me semble-t-il, parce qu'on ne peut pas avoir fromage, dessert et pousse café. C'est-à-dire toujours autant de recours aux contrats précaires, alors qu'en réalité, on peut licencier beaucoup plus facilement. C'est la question, d'ailleurs, c'est sous-jacent dans la question de l'assurance chômage, c'est la question de la rupture conventionnelle collective qui, en fait, a remplacé les PSE sur les aspects collectifs. La deuxième chose, c'est une remarque d'ordre social. On ne peut pas faire comme si, quand on est le patronat, pour solde de tout compte, on donne une prime exceptionnelle, 70% des entreprises, et puis basta. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas d'abord un mouvement, finalement, des chômeurs, mais c'est d'abord un mouvement des travailleurs pauvres et des précaires. Et bien, précisément, le sujet des CDD est le sujet central. Des alternatives sur la flexibilité nécessaire par rapport à notamment le carnet de commandes, ça existe. Il y a par exemple, moi je connais bien ce secteur, le CDI intérimaire, qui était l'une des propositions, pousser le CDI intérimaire, qui est à la fois une réponse à la flexibilité des entreprises, mais qui sécurise les salariés. Et je regrette que tout change au patronat, c'est M. Roux de Bézieux, mais rien ne change. C'est-à-dire que c'est encore et toujours, finalement, ceux qui sont les plus fragiles, qui ont vocation à payer. Allez, on laisse il y avait justement ce principe du CDI de chantier qui, soi-disant, devait arriver pour le plus grand nombre, puisque c'est déjà utilisé dans le bâtiment et que ça devait être étendu avec les ordonnances travail. Et en réalité, il n'y a que la métallurgie qui l'a appliqué, et pour l'instant, puisque c'est branche par branche que ça se négocie. Donc en réalité, la flexibilité, soi-disant, si énorme que nous aurions gagné grâce aux ordonnances travail, elle n'est pas du tout prouvée à ce stade. Loin de là, on voit que en réalité, ce sont les employeurs du privé qui devraient se récupérer encore finalement un coût du travail plus important, alors qu'ils ont déjà des problèmes de compétitivité. Et donc, le gouvernement risque de leur imposer ce système de malus. C'est clairement plus un malus qu'autre chose. Ensuite, on entend aussi l'idée que vous avez réévoquée, là, qui est de baisser les indemnités chômage pour ceux qui ont des rémunérations importantes. Ouais. Mais là, attention, ça veut dire qu'il faut ensuite plafonner en face les niveaux de cotisation. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un vous allez cotiser jusqu'à 13 700 € par mois, mais vous serez indemnisé que 2 000 € par mois. Là, dans tous les pays qui nous entourent, il y a eu une baisse des indemnités chômage ou un plafonnement des indemnités chômage. C'est la logique assurantielle. Mais en face, il y a eu aussi un plafonnement des niveaux de cotisation. Et ça, c'est absolument, cohérent, en tout cas. Absolument nécessaire. Et là, aujourd'hui, on est sur une logique qui, finalement, n'est pas forcément gagnante pour, à la fois, bien sûr, pour la question de ceux qui, un jour, seront peut-être indemnisés au chômage, mais aussi pour ceux qui financent. Alors, autre idée qui fait débat, et vous l'avez évoqué, c'est ce jour de carence obligatoire pour tous en cas d'arrêt maladie. C'est déjà le cas dans le public, mais il s'agirait de l'élargir au privé. La mesure figure dans un rapport d'experts qui a été remis hier à Matignon. Elle sera soumise à discussion. Ce n'est évidemment pas du tout tranché du côté de l'exécutif. Le patron de Force ouvrière lui a déjà dit ce qu'il en pensait sur RTL. Écoutez. C'est une mesure à caractère populiste qui véhicule l'idée qu'on serait arrêté pour complaisance. Un médecin, il arrête quelqu'un parce qu'il est malade et c'est à la sécurité sociale éventuellement de renforcer ses contrôles, mais il faut beaucoup plus mettre l'accent sur la prévention que sur la sanction économique des salariés qui sont arrêtés parce qu'ils sont malades. François Calfon, vous êtes d'accord ? Mesure à caractère populiste. Alors, je vais essayer d'être nuancé, parce que autrement, je suis d'accord évidemment, parce que c'est finalement la tête de gondole de ce rapport. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes dans ce rapport, selon moi, puisque j'ai pu l'observer. D'abord, certes, il y a finalement des
des courtes absences au travail, mais c'est pas celle qui coûte le plus cher. Celle qui coûte le plus cher, c'est les absences longues, c'est-à-dire de plus de 15 jours. Et ça pèse pour 85% des finances, finalement, de l'assurance maladie. Donc c'est un faux problème ? C'est pas un vrai problème. La deuxième chose, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire sur la carence, en réalité, c'est dans le public qu'on paye le plus ce genre de carence parce qu'il n'est pas compensé, parce qu'il n'y a pas d'accord de prévoyance. Et dans 60% des entreprises, dès le premier jour, les accords de branche de prévoyance permettent de compenser. Donc ça créera une inégalité. Et troisième chose, me semble-t-il, qui est très importante, c'est pourquoi il y a de plus en plus, finalement, de coûts. Il y a deux facteurs. Il y a l'allongement du travail, et je donne un chiffre, pas 36. Avant 60 ans, la durée moyenne de départ pour finalement maladie est environ 33 jours, c'est un peu plus d'un mois. Après 60 ans, c'est 76 jours. Et ça n'est pas sans lien. Vous faites un lien avec évidemment, mais bien sûr, la fatigue, c'est l'âge. pas moi qui le fais, c'est le rapport qui le fait. Donc, vous voyez bien à quel point c'est plus intéressant. Et puis la dernière chose, on le voit dans les périodes tendues, Dieu merci, ça se détend un tout petit peu sur le marché du travail. Finalement, et c'est là où il y a des champs de négociation beaucoup plus utiles. La gestion du stress en entreprise, du burn-out, c'était un sujet qui était au cœur de la campagne présidentielle, se fait malheureusement par une variable qui est l'arrêt maladie. Et donc il y a sans doute des choses beaucoup plus intelligentes. Ouais. Moi j'étais allé en Finlande voir un peu ce qu'on faisait pour maintenir les seniors en emploi. Et c'est pas simplement les maintenir comme ça. C'est avoir un environnement de travail qui intègre vraiment tout le monde, suivant son niveau de santé. Travailler en amont, en faire de la prévention. Bien sûr. Et en France, on aime malheureusement les totems, donc on sort ce jour de carence. Ouais. C'est là où je rejoins le monsieur de Force. Et je le répète, ce n'est qu'un rapport d'experts. Ce n'est pas encore une décision. Alors, je pense que déjà, il faut remettre les choses au clair sur qu'est-ce qu'il y a déjà en France aujourd'hui. Il y a 3 jours de carence pour ceux du privé. Donc, il y a déjà 3 jours de carence. Après, il y a des entreprises ou des conventions collectives qui les prennent en charge. Mais dire qu'il y aurait 80% des salariés dont ce serait pris en charge, c'est souvent un chiffre qui est cité, c'est faux. Enfin, moi, j'ai dit 60. Nous, on a pris une cinquantaine de conventions collectives au hasard. Et on s'est rendu compte qu'il y avait la moitié qui prenait en charge et l'autre moitié qui ne prenait pas en charge. Voilà, dans les conventions collectives. C'est assez compliqué quand même de regarder tout ça parce qu'il faut prendre convention par convention. Et donc, il y a énormément de choses qui se sont dites et qui sont totalement fausses. Ensuite, sur les indépendants, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais les indépendants, ils ont 8 jours de carence non indemnisés. Je confirme. Il y a quand même beaucoup d'indépendants en France. Et ces personnes-là, elles sont à leur compte et elles n'ont pas d'indemnisation pendant 8 jours. Les médecins, ça va jusqu'à 90 jours pour certains. Donc, arrêtons de dire que tous ceux qui travaillent dans le secteur privé auraient leur jour de carence pris en charge. C'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, il y a la question des primes aussi. Souvent, il y a une prise en charge, mais hors prime. Donc, il y a quand même une perte de salaire à un moment ou à un autre. Alors, dans le secteur public, il n'y avait pas de jour de carence initialement, avant 2011. Et c'était quand même un problème parce que les agents du public, ils étaient pris en charge à 100%. Dès le premier jour. Dès le premier jour. Et donc, il n'y avait pas du tout d'incitation, finalement, à ne pas poser un jour si vous avez peut-être une petite maladie qui n'est peut-être pas très grave, etc. Bon, donc, derrière, il y a eu un sujet aussi, c'était le nombre de jours d'absence dans le public ou dans le privé. C'est pas le premier jour de carence qui va les régler. Non, mais beaucoup plus de jours d'absence dans le public que dans le privé. Nous, on a fait les comptes à la Fondation IFRAP. Là, on dit il y a 10 milliards de coûts, c'est énorme, c'est beaucoup trop pour le secteur privé. Mais nous, on dit que c'est entre 8 et 10 milliards d'euros de coûts aussi pour le secteur public. Alors qu'il y a beaucoup moins d'agents qui travaillent dans le secteur public que de personnes qui travaillent dans le secteur privé. Donc là, il y a vraiment un sujet qui est de trouver un système identique pour les deux, pour le public et le privé. Et nous, ce que nous proposons à la Fondation IFRAP, c'est pas juste de revenir sur un jour de carence. C'est de prendre un système où il y a 3 jours de carence pour tous, mais il y en a 6 par an qui sont pris en charge par l'employeur, hors prime. Et ça, ce serait cohérent. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir 2 ou 3 fois par an un arrêt, mais néanmoins d'avoir une prise en charge cohérente et qui est identique pour le public et le privé. Moi, je réponds d'un mot. Les CDD, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, eux, ils sont pris en charge qu'à 50%, donc il y a des inégalités. Et la deuxième chose, on parle toujours de grands chiffres avec Agnès. La réalité, notamment dans les collectivités locales, c'est que le cumul des heures, des fameuses absences au travail, c'est toujours sur les mêmes publics de catégorie C, sur lesquels il n'y a aucun déroulé de carrière et sur lesquels il y a des situations individuelles qui sont assez dramatiques. D'accord, mais quand vous arrivez à 42 jours d'absence en moyenne pour certains agents au niveau de la région, à ce match des idées. On va plus loin, ça continue avec notre grand débat Europe, comme chaque semaine, en vue des européennes. #OVPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. On va s'arrêter ce soir sur l'image que nous avons de l'Europe, sur notre relation à l'UE. Y a-t-il d'ailleurs un réel sentiment d'appartenance européenne ? Les Français se sentent-ils citoyens européens ? Un rapport vient de sortir, il nous en dit plus, le détail avec Aurélien Romano.
Les relations entre les Français et l'Union européenne sont très ambivalentes et contradictoires, d'après une étude biannuelle de la Commission européenne. Côté négatif, les Français se montrent très défiants à l'égard de l'Union européenne. Ils sont 33% à ne pas avoir confiance dans l'UE. Une proportion stable, mais qui place la France parmi les plus réticents. Seuls la République tchèque, le Royaume-Uni et la Grèce ont plus de méfiance. Autre point noir, le pessimisme français. L'étude confirme que ce n'est pas une légende. Seuls 21% des Français pensent que les choses vont dans la bonne direction. Sur nos 28 partenaires, seuls la Croatie et la Grèce sont encore moins optimistes. Mais étonnamment, la France se trouve à l'inverse parmi les pays qui souhaitent le renforcement du poids de l'Union européenne dans la prise de décision. 64% des Français y sont favorables. Seuls 3 pays sont devant la France. De même, la monnaie unique est bien ancrée et acceptée. 72% des Français sont en faveur de l'euro, un chiffre supérieur à la moyenne européenne. Quant au sentiment d'appartenance à l'Europe, l'étude montre qu'il est majoritaire. 62% des Français se sentent citoyens de l'Union européenne. Avec nous pour le grand débat Europe ce soir, Sacha Mitchell, bonsoir, journaliste à Courrier International, en partenariat avec nous d'ailleurs sur ces émissions, sur ces débats sur l'Europe. On va tout de suite regarder la une de l'hebdo cette semaine, Léonard de Vinci, superstar, Léonard de Vinci dont les œuvres font encore l'objet de tensions entre Rome et Paris, mais c'est pas le sujet de ce soir. Patrick Martin-Genier, bonsoir. Spécialiste des questions européennes, auteur de L'Europe a-t-elle encore un avenir? Richard Verly, bonsoir, correspondant à Paris pour le journal suisse Le Temps, et Sylvain Kahn, bonsoir, bienvenue, professeur agrégé d'histoire et enseignant-chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po, auteur de Histoire de la construction européenne. Merci à tous les 4 d'être ici. Attachement, mais aussi méfiance et pessimisme. Les Français ont l'air d'avoir une relation très ambivalente à l'Europe. Comment vous l'expliquez, peut-être vous, Sylvain Kahn? Ambivalence, comment dire? Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a un très fort attachement à l'euro. Alors que par exemple, s'agissant de l'Europe, on considère qu'on n'attend pas grand-chose concernant la prospérité. Il est également très frappant de voir que sur certaines questions, les Français, quand on leur demande comment ça va, ils citent spontanément, s'agissant de la France, des questions comme le chômage, par exemple, alors que si on leur demande comment ça va en Europe ou qu'est-ce que vous attendez de l'Europe, les mêmes sondés citent des sujets comme le changement climatique ou l'environnement ou le terrorisme. Donc, beaucoup de paradoxes, quoi. Il y a quelque chose de... c'est un paradoxe qui, à mon avis, s'explique de la façon suivante. C'est un peu comme si, au fur et à mesure que les années passaient, l'opinion publique française, dans son ensemble, était de plus en plus consciente que il y a des sujets sur lesquels l'Europe est vraiment pertinente et qui se traitent au niveau européen. Et puis il y a des sujets où on n'attend pas grand-chose de l'Europe parce qu'on a compris ou qu'on espère que c'est au niveau français que ça se passe. Donc, en réalité, vu comme ça, on peut plutôt dire que, pour le meilleur comme pour le pire, l'Europe rentre dans les mœurs. Ce qui est frappant dans cette étude, c'est qu'on est moins attaché à l'Europe que les Allemands, et beaucoup moins. Sacha Mitchell, on est même en dessous de la moyenne européenne. Comment on explique ça? Je vais rebondir sur un paradoxe, parce qu'il y a un autre paradoxe qui est assez frappant dans cette étude, c'est l'attachement, pas des Français, mais plus à l'est des Hongrois et des Polonais. Oui. En augmentation, en tout cas, la confiance qui est accordée à Bruxelles, alors même que les gouvernements qui ont été élus dans ces pays sont populistes, eurosceptiques et sont toujours prompts à aller au clash avec Bruxelles. C'est un peu le paradoxe qu'avait souligné le politologue Ivan Krastev sur ces électeurs qui à la fois font confiance à leur gouvernement pour garantir les institutions et à la fois à Bruxelles aussi. Mais est-ce que ça veut dire que cette identité européenne, elle n'est pas claire? Est-ce qu'elle existe d'ailleurs? Je voudrais juste vous lire ce qu'écrit le philosophe Luc van Middelaar, ancienne plume du président du Conseil européen. Il dit quelque chose d'intéressant et je vais vous faire réagir. L'Union européenne ne dit rien sur la question de l'identité et comme la nature politique a horreur du vide, les populismes et les extrémismes occupent cet espace discursif laissé vacant. Patrick Martin-Genier, qu'en pensez-vous? Oui, est-ce qu'il y a une identité européenne? Il y a une histoire de la construction européenne. Mais est-ce que ça suffit? Et bien évidemment que non, mais vous savez, en France, il y a une chose qui, d'abord, cet Eurobaromètre me paraît extrêmement encourageant, parce que dans l'histoire française, allez trouver un parti politique qui s'engage franchement en faveur de l'Union européenne. Est-ce qu'au cours des 20-30 dernières années, quels sont les partis politiques qui se sont dit finalement il faut défendre l'Europe parce que l'Europe c'est notre vie quotidienne et la construction européenne est positive. Donc malgré tous ces discours anti-européens
copains de certains partis politiques, on arrive quand même à une proportion très importante de Françaises et de Français qui disent il faut rester dans l'Europe, il faut continuer à soutenir. Moi, je le vois de manière positive, mais d'une certaine façon, c'est vrai qu'il y a une défiance envers les institutions européennes, et ce n'est pas parce qu'on est pour la construction européenne qu'on ne veut pas réformer l'Europe. L'objectif aujourd'hui, on considère majoritairement en France que les institutions sont trop éloignées, peut-être trop technocratiques, mais quand on voit ce qui se passe avec le Brexit, on dit il faut quand même continuer à soutenir le processus de construction européenne. Et d'ailleurs, les Françaises, les personnes qui ont été sondées ne sont pas contre un renforcement de l'union économique et monétaire, et ça c'est un point positif. Richard Verly, ça reste flou quand même, hein, même cette question d'identité européenne. Moi j'avoue que je suis relativement en désaccord avec ce que vous venez de dire, parce que moi j'ai peur de ces chiffres. Il se trouve que j'ai été correspondant à Bruxelles pendant 6 ans, et vous savez, la tendance naturelle à Bruxelles des institutions communautaires, c'est de se gargariser de ces chiffres en disant finalement l'Europe reste très populaire, elle reste y compris très populaire à l'Est, malgré le fait que les gouvernements nous attaquent, etc. La réalité, c'est que d'abord que le mot confiance, avouez qu'il est flou. Avoir confiance dans l'Europe, ça veut dire quoi? On vous pose la question, avez-vous confiance dans l'Europe? Oui, mais je peux aussi bien avoir confiance dans l'Europe parce que je me sens européen et je ne veux pas que, par exemple, les migrants deviennent européens, ou je peux avoir confiance dans l'Europe parce que je crois dans les institutions européennes. Donc j'ai quand même beaucoup d'inquiétudes là-dessus. Moi, ce qui me frappe plus, c'est qu'au fond, il y a, et je pense que Middelard a raison, il y a une vraie interrogation aujourd'hui, poussée par beaucoup de phénomènes, on le sait, les situations économiques, la crise migratoire, sur l'identité. Et sur l'identité, il a raison de le souligner. L'Union européenne actuelle n'apporte pas de réponse. Elle apporte un espace géographique, c'est certain. Elle apporte le sentiment d'une convergence d'intérêts et des règles, mais elle n'apporte pas de patrimoine commun auquel les gens se sentent attachés. Donc, et quelque part, je pense que c'est trop lui demander, peut-être. Donc, franchement, quand même, je suis un peu plus citoyenneté européenne. Une citoyenneté européenne, lorsque vous voyagez maintenant à travers l'Europe, il y a l'euro, excusez-moi, la monnaie, c'est quand même important. Et il y a les jeunes qui font Erasmus. Et par conséquent, Erasmus, c'est une citoyenneté européenne, c'est une forme d'identité européenne, mais qui n'a pas pour vocation à effacer naturellement. Mais vous êtes d'accord que vous voyagez toujours avec votre passeport français? Oui, mais c'est pas grave ça. Enfin, je veux dire, le fait qu'on ait un passeport français, enfin, c'est-à-dire, c'est pas l'un ou l'autre. Ah oui, ça veut dire quelque chose pour vous, l'identité européenne? Oui, moi je me sens très européen, mais je suis pas d'accord avec la citation de Van Middelard, parce que il dit la nature horreur du vide et on ne parle pas assez de l'identité européenne. Je pense que c'est pas tellement le problème. Je veux dire, ce qui caractérise l'Europe aujourd'hui, c'est qu'il y a une société européenne. Et dans une certaine mesure, on pourrait parler d'un pays européen. Et on peut tout à fait se sentir européen, parce que précisément, d'ailleurs dans l'Eurobaromètre dont nous parlons, il se trouve que ce qui est le plus, ce qui recueille le plus de suffrages chez les Français, en numéro 1 sur qu'est-ce qui fait la particularité de l'Europe, c'est précisément la liberté de circuler, de voyager, de faire du tourisme. C'est-à-dire, donc, il y a bien cette prise de conscience qu'il y a une espèce d'interdépendance entre les sociétés nationales ou particulières, qu'il existe donc une société européenne à une échelle ou un niveau supérieur à celui des niveaux régionaux ou nationaux. Et c'est ça qui, si vraiment on tient au mot identité, c'est ça qui constitue l'identité européenne. C'est le fait qu'on fait société, qu'on sait qu'on est interdépendant, qu'on sait qu'on peut circuler sans avoir de frontières matérielles à franchir. Et à partir de là, il me semble que les populistes, eux, ils s'adressent à des gens qui précisément se sentent menacés ou en danger à tort ou à raison. Mais c'est ce qu'ils ressentent par cette évolution. Alors, ce qui frappe et affaiblit l'Europe ces dernières années, je le dis un peu sans transition, mais ça a un lien finalement, c'est le problème des fake news. L'Élysée y est très sensible. En vue des européennes, le parti présidentiel a d'ailleurs décidé de prendre les devants. Fin décembre, il a lancé sur son site une rubrique désintox. Il a mis en place une cellule chargée de faire de la veille pour alerter l'opinion en cas de fake news. Une conférence de presse hebdomadaire sera organisée pour les dénoncer durant la campagne. Dans une interview au Monde, Stéphane Séjourné, directeur de campagne de La République En Marche pour les européennes, nous dit: nous n'allons accréditer ni RT ni Sputnik pour couvrir notre campagne. Ce ne sont pas des organes de presse, mais de propagande au service du Kremlin. Stanislas Guérini, patron de La République En Marche, nous dit: la campagne des européennes sera une campagne fake news. Et Emmanuel Macron a brandi la même menace le 24 janvier dans la Drôme. Écoutez. Dans les derniers référendums, les puissances étrangères ont beaucoup manipulé le vote. Et un référendum, c'est aussi parfois la porte ouverte au mensonge. Je vais vous citer un exemple avec nos amis britanniques. Ils ont voté pour le Brexit. Il y a des gens de bonne foi qui avaient parfois la même colère que vous. Ils ont dit: la source de tous nos maux, c'est l'Europe. C'est une cochonnerie.
Sacha Mitchell, qu'en pensez-vous? Est-ce que ces fake news sont une vraie menace pour l'Europe? Et on parlait de cette identité européenne. Eh bien, Emmanuel Macron en parlait à l'instant, là, sur l'exemple britannique. En début de semaine, le Parlement a rendu un rapport où Facebook est considéré comme un gangster du numérique. C'est un terme qui est quand même assez fort. Et le Royaume-Uni aussi est en train de mettre en place des choses qui, en vue de réguler ces plateformes pour les rendre plus éditeurs et en quelque sorte les rendre responsables. Jean-Yves Le Drian a même parlé d'une véritable guerre froide de l'information que nous sentons se développer maintenant. Eh bien, c'est une question qui frappe, c'est sûr. Et pour ce qui concerne la Russie, qui était aussi cité tout à l'heure, il y a un pays européen qui a mis en place quelque chose de très radical vis-à-vis des fake news et de la désinformation ici de la Russie, c'est la Lituanie, où on a une coopération entre militaires, entre journalistes et entre sociétés civiles. C'est quelque chose d'assez radical qui n'est pas du goût de tout le monde du tout dans l'Union européenne, notamment les Néerlandais qui voient ça comme une atteinte à la liberté d'expression. Mais en tout cas, il y a des pistes comme ça, et l'Union européenne non plus. Elle est plutôt sur une position de plus de transparence, mais certainement pas d'être arbitre. En tout cas, il y a un chantier à ce niveau-là. Richard Verly, on en est quasi sûr, cette campagne des européennes, elle sera gangrénée par les fake news, il faut le craindre? Alors, en tout cas, le fait est aujourd'hui que aucune campagne électorale ne peut échapper à ça, puisque toute campagne électorale maintenant va être observée par des acteurs internationaux qui sont intéressés à un moment donné d'essayer de favoriser tel ou tel candidat. Et la campagne européenne, évidemment, vu son enjeu, elle peut y prêter. Cela dit, faut-il aller maintenant, dès maintenant, alors que la campagne démarre, à prohiber RT et Sputnik au motif qu'ils sont automatiquement présumés comme des acteurs d'ingérence étrangère? Là encore, pardonnez-moi, mais moi j'ai un problème avec ça. Parce que quand même, on peut penser qu'à un moment donné, le débat d'informer, la capacité des journaux et des médias à s'auto-vérifier, en quelque sorte faire confiance aux médias, faire confiance aux journalistes. Moi, si on commence par dire RT et Sputnik sont dehors, on court un risque. Parce que si vous allez sur les ronds-points des Gilets jaunes, où il n'y a plus aujourd'hui de Gilets jaunes, mais à l'époque où j'y allais, RT était tout le temps cité. Donc si on met RT en dehors de la campagne et en dehors du centre de presse, automatiquement les gens vont dire, vous voyez, ils ne sont pas crédibles puisqu'ils ne veulent pas avoir RT. Oui, il faut faire très attention, il faut effectivement être très prudent, mais il ne faut pas non plus stigmatiser les journalistes et tous les médias. Car rappelez-vous ce qui s'est passé il y a quelques semaines pour le traité d'Aix-la-Chapelle. Il y a eu énormément d'infox, c'est incroyable. Mais ces infox, elles venaient d'où? Elles venaient essentiellement, à ma connaissance, de certains partis politiques et de responsables politiques qui ont diffusé des informations absolument incroyables. D'ailleurs, la République En Marche cible très clairement le Rassemblement National. Voilà, le Rassemblement National. Il y a une autre tête de liste en disant que nous allions céder l'Alsace, la Lorraine, et puis que nous allions céder notre siège de sécurité aux Nations Unies à l'Allemagne. Alors c'est une fausse information, c'est une infox, mais qui, a priori, a été diffusée par certains partis politiques et pas nécessairement par les médias, car les journalistes ont une déontologie quand même, d'où qu'ils viennent. Donc effectivement, c'est très important. Voilà. Et par conséquent, oui, il est vrai, il faut faire très attention. Il appartient pas nécessairement au pouvoir public, mais à tous les partis politiques de mettre en place une cellule pour combattre politiquement ces infox, pour effectivement détruire les contre-vérités, car il va y en avoir. Il y en a eu dans le Brexit. Et vous citez la Russie, certains partisans le vote du Brexit est peut-être même lié, essentiellement aux fake news. Car il apparaît que désormais, la Russie a financé une partie de la campagne qui a été fondée sur des mensonges, notamment que les Britanniques allaient récupérer plus de 350 millions de livres par semaine du budget de l'Union européenne, alors que c'est tout à fait l'inverse, et que l'immigration était la responsable du chômage au Royaume-Uni, alors qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire revenir de la main-d'œuvre immigrée dans le service national de santé, parce que cela correspond aujourd'hui à une véritable nécessité. Sylvain Kahn. Il me semble qu'il faut distinguer les journaux, les organes de propagande. Alors là, je crois entendre qu'on n'est pas forcément d'accord entre nous. Certains pensent que ce sont des vrais journaux, des médias indépendants. Vous parlez de Sputnik et RT. Et de RT. Pour vous, ce ne sont pas des vrais journaux. Ah non. C'est-à-dire, moi, je veux dire, qu'un parti politique qui fasse campagne ne veuille pas prendre le risque que les informations, c'est pas des informations, mais que les faits ou que les plateformes programmatiques que les messages qu'ils souhaitent diffuser ne soient pas repris, on va dire, en direct par les gens de RT ou de Sputnik,
c'est son choix. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas de la prohibition. C'est un parti politique qui dit je ne fais pas confiance à des médias dont je pense qu'ils ne sont pas indépendants et qu'ils sont en fait des organes de propagande d'un gouvernement étranger. C'est une chose. Après, que des partis politiques en France donnent des opinions et que d'autres partis politiques disent « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je pense que ce que vous dites est inexact », c'est autre chose. Mais en tous les cas, bon là on est en France, sur une chaîne du service public français. Il me semble que c'est difficile de faire comme si RT et Sputnik étaient des médias équivalents à Public Sénat ou Temps, à Courrier International. Enfin, il suffit de les regarder pendant 2 heures, il suffit de regarder leur site internet pour voir qu'ils sont très orientés, qu'ils essayent de manipuler les informations. Et moi, je dis ça comme, si j'ose dire, lecteur d'informations et comme prof d'université. Enfin, je veux dire, je ne suis pas journaliste. C'est pas ce que j'ai dit, mais faisons quand même attention à le procès qui est fait à l'Europe par ceux qui doutent de l'Europe. Je dis bien pas par ceux qui aiment l'Europe, mais le procès qui est fait, c'est que l'Europe finalement ne fonctionne qu'entre initiés, qu'entre gens qui aiment bien l'Europe, entre gens bien pensants à propos de l'Europe. Donc faisons attention à ça, parce que si on continue d'aller dans ce sens-là, il y a quand même une frange importante de l'opinion qui décroche. Oui. Et est-ce que c'est l'intérêt de la collectivité, est-ce que c'est l'intérêt de l'Europe aujourd'hui d'avoir toute une partie de la population qui au fond ne croit plus aux médias disons, généralement considérés comme de qualité et préfèrent regarder RT. Moi, je pose quand même la question. Oui, non, mais votre question me paraît très, très pertinente, en effet. Mais pour autant, RT diffusera des messages biaisés à propos de La République En Marche, dès lors au moment où La République En Marche ou d'autres feront leur campagne. Donc, le fait qu'un certain nombre de gens s'informent en regardant RT, me semble-t-il, n'invalide pas le choix qui peut être fait par tel ou tel parti de ne pas souhaiter accréditer RT ou Sputnik. Parce que de toute façon, ça ne résoudra pas, ça n'apportera pas une solution au problème, par ailleurs tout à fait exact, que vous soulevez, me semble-t-il. L'autre danger venant d'Internet et qui met encore l'Europe à l'épreuve, c'est la haine véhiculée sur les réseaux sociaux. En 2017, l'Allemagne s'est dotée d'une législation très stricte. On a déjà eu l'occasion d'en reparler ici, mais on va la détailler. Amende pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros contre les opérateurs s'ils ne retirent pas dans les 24 heures des propos signalés comme outranciers. Les dirigeants risquent individuellement une amende supplémentaire jusqu'à 5 millions d'euros. Les plateformes sont tenues de fournir tous les 6 mois un rapport sur le nombre de signalements et leur traitement. Initiative pour le moment isolée de l'Allemagne, mais ça ne va pas durer. La France a bien l'intention de limiter. Écoutez Emmanuel Macron, c'était hier soir lors du dîner du CRIF. Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires, imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine et mettant en œuvre toutes les techniques permettant de repérer l'identité dans les meilleurs délais et enfin appelant à la responsabilité, y compris sur le plan juridique, les dites plateformes. Patrick Martin-Genier, ça c'est une... La France a raison d'imiter l'Allemagne sur ce sujet et ça c'est une Europe qui marche justement. Voilà, je crois que c'est... Enfin là, disons que c'est la coopération européenne, c'est tout à fait judicieux de le faire. On ne peut pas dire au nom de la liberté d'expression qu'on va laisser se développer des messages de haine, du racisme, de la xénophobie, l'antisémitisme, comme on l'a vu récemment. Et d'ailleurs, cette loi allemande que vous citiez est applicable depuis le 1er janvier et vient d'être appliquée à un tweet tout à fait raciste et haineux d'une députée de l'AfD qui, effectivement, insultait donc tous les étrangers. C'est très important le faire également parce qu'il y a quelques mois, un sondage a été fait dans une quinzaine de pays européens qui montrait que seulement 30% des messages sur les plateformes étaient effacés, les messages haineux étaient effacés au bout de 24 heures. Ce n'est pas suffisant, donc il faut continuer. Légiférer, c'est très bien. Et l'Union européenne, d'ailleurs la Commission européenne a proposé un projet de règlement qui a été déposé au Conseil des ministres et qui actuellement est en cours de discussion. Donc c'est tout à fait important. Le Royaume-Uni est d'ailleurs aussi en train de suivre dans cette voie, avec toujours dans ce rapport parlementaire publié lundi, et donc avec pas tout à fait aussi strict quand même, il faut le dire, mais pouvoir engager des poursuites contre ces plateformes si elles ne retirent pas les messages qui sont soit violents, soit illégaux de leur plateforme. Donc ça, c'est l'Europe qui est en train de s'harmoniser. Oui, ce qui est très intéressant dans le rapport britannique que j'ai regardé, c'est qu'au fond, eux, ils ont franchi le cap. Ils disent aux plateformes, vous n'êtes plus seulement des plateformes, vous êtes des éditeurs. Donc vous avez une responsabilité éditoriale. Alors que les plateformes ont toujours joué de l'ambiguïté, en disant, nous, on est simplement des tuyaux
Pour faire bref, on pose des choses sur notre plateforme, on n'en est pas responsable. Le fait de dire vous êtes responsable, vous en serez tenu pour responsable, je pense que c'est d'abord, ça correspond à la réalité, et 2, c'est ce qui va faire l'efficacité d'un dispositif. Sauf que pour l'instant, c'est uniquement l'Allemagne, la France bientôt. Vous dites le Royaume-Uni, c'est en cours aussi. Où est l'Union européenne dans tout cela? Mais sauf erreur de ma part, c'est pas un sujet sur lequel elle a vraiment des compétences ou des prérogatives. Voilà. Donc, et pourtant, elle le devrait, non, pour affronter les GAFA. Elle a entamé un processus de consultation. Elle a entamé un processus de consultation et dans les 6 prochains mois, les plateformes vont devoir faire un rapport mensuel à la Commission européenne. Donc ça bouge de ce côté-là. Le problème de la Commission européenne, c'est que pour l'instant, on le sait, elle a eu une approche uniquement économique. C'est-à-dire elle s'est focalisée sur les questions de concurrence. Et donc maintenant, il faut aussi qu'elle lie ces questions de concurrence aux questions éditoriales, disons, de contenu intellectuel. Oui, Sylvain Calle. De toute façon, si je ne me trompe pas, mais je parle sous votre contrôle, la Commission va demander des choses, si j'ose dire, dans le cadre des bonnes relations qu'elle peut avoir avec un certain nombre d'acteurs. On n'en est pas encore à une phase, disons, de législation européenne sur le sujet. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a la prise de conscience d'un problème, qu'il y a une convergence progressive, ou en tous les cas, ici ou là, vers un type de solution qui est analogue ou identique. Et donc, on peut penser que dans les années qui viennent, cette convergence, ou le nombre d'acteurs qui convergent vers ce type de solution, va croître. Et on sera aussi, probablement, on ne sera également pas surpris de voir que dans certains pays, il y aura certains gouvernements ou certains acteurs qui vont résister, disons, à ce type de convergence. On peut penser à la Hollande, par exemple. On verra. Oui, pourquoi ? Parce que, ça a été rappelé tout à l'heure, en Hollande, on a une conception beaucoup plus extensive de la liberté d'opinion, qui est sans doute plus proche de ce qui se fait aux États-Unis. Ça sera probablement, où il y aura en tous les cas un débat beaucoup plus vif dans un pays comme la Suède, par exemple. Et puis pour d'autres raisons, dans un pays comme la Pologne ou comme la Hongrie, on pourrait avoir des préventions à légiférer au motif qu'on ne souhaiterait pas reconnaître que des choses qui sont considérées comme injurieuses ou très graves en France ou en Allemagne le seraient en Pologne ou en Hongrie pour certaines valeurs. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas tous la même définition en Europe de la liberté d'expression. C'est l'Europe, oui, tout à fait. Et surtout la liberté d'expression, rappelez-vous, à Hyde Park, on peut dire n'importe quoi au coin de Hyde Park, et donc on a dû ralentir cette liberté d'expression. Ça pouvait jusqu'à laisser le djihadisme s'exprimer. Donc aujourd'hui, on est obligé de faire attention à cela. Et je dirais que l'Europe a quand même une compétence. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut toujours défendre les valeurs. Dans les traités, il y a marqué tolérance, démocratie, état de droit. Et elle a quand même une compétence en matière de numérique. Donc je dirais qu'il y a des sources dans les traités pour dire que l'Union européenne est légitime pour légiférer dans ce domaine. Oui, j'ajoute qu'il y a un élément, il est technique, mais tout repose sur lui, c'est les algorithmes des plateformes. C'est-à-dire que là, il y a une possibilité pour l'Union européenne, pour la Commission européenne, dans les transactions et dans les discussions qu'elle a avec les plateformes, de demander par exemple de rendre publics les algorithmes, parce que tout passe par ces algorithmes. Donc ne pensons pas non plus qu'il n'est pas possible de réguler, ou plutôt qu'il est seulement possible de réguler par le droit. Il y a aussi des moyens techniques de le faire, et il faut obliger les plateformes à une transparence numérique, c'est le cas de le dire. Et j'ai vu que ça râlait aussi en Allemagne, Sacha Mitchell. Depuis l'instauration de cette loi, justement, ça fait débat parce qu'il y a des tweets qui sont retirés. Ouais, je voulais juste revenir sur la question des algorithmes. Effectivement, encore une fois, en Angleterre, la question s'est posée parce qu'il y a eu à la fois ce rapport parlementaire, mais aussi un fait divers assez terrible, le suicide d'une jeune femme en 2017, parce qu'elle avait regarder sur Instagram, sur Pinterest, des contenus qui incitaient à l'auto-mutilation et donc également au suicide. Et ça fait partie aussi de cette régulation, mais aussi ça rejoint la question de la liberté d'expression. Il y a eu des tentatives au début des années 2010 avec la presse, de réguler la presse. Ça s'est pas passé, ça n'est pas du tout bien passé dans l'opinion et dans les médias britanniques. Donc c'est une question qui est épineuse. Et on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat spécial Europe. Comme toutes les semaines, Sacha Mitchell, je vais rappeler la une de Courrier International. Léonard de Vinci, superstar. Encore un autre dossier, c'est-à-dire dans Courrier International. C'est donc la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous
retrouve lundi en direct à 18h sur Public Sénat. Comme d'habitude, je vous signale aussi que Public Sénat se mobilise très fortement autour du Salon de l'Agriculture, édition spéciale tout le week-end, dès samedi matin 8h30 avec Oriane Mancini, dès 16h30, toujours samedi, avec Delphine Girard. Nous aussi, OVPL se déplacera, se délocalisera au Salon de l'Agriculture 2 fois, la semaine prochaine, mardi et mercredi. En attendant, l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.